Dans cette édition, nous nous initierons à Marseille aux nouveaux moyens de déplacement comme l'overboard. À Saint-Étienne, nous essaierons de comprendre pourquoi nous parlons bébé à nos toutous. Mais avant cela, saviez-vous qu'il existait des huîtres en forme de cœur? En Charente-Maritime, un ostréiculteur a décidé d'exploiter cette jolie curiosité de la nature en proposant des bourriches spéciales Saint-Valentin. Chez les Lecor, depuis toujours, l'huître, on l'élève avec amour. Une histoire de famille qui remonte à 1966. Et puis, l'année dernière, Eric, troisième génération d'ostréiculteurs, a une drôle d'idée. De temps en temps, sur ses parcs, il récolte des huîtres un peu bizarres. Sur une année, on en trouve une trentaine d'huîtres en forme de cœur. Et donc l'idée a mûri au fur et à mesure, quoi. Charlène, son épouse, décide donc d'exploiter ce filon de la Saint-Valentin aussi depuis 5 jours. Au hasard des expéditions, elle choisit une bourriche sur 5 dans laquelle elle met une de ses huîtres en forme de cœur et surtout, dans le coquillage, une petite perle de culture. Une astuce marketing pour attirer une clientèle traditionnellement moins nombreuse après les fêtes de fin d'année. Et je trouvais les huîtres en forme de cœur très originales et vraiment romantiques. Et je me suis dit, pourquoi pas, on s'est dit pourquoi pas s'en servir pour la Saint-Valentin. Et de fil en aiguille, on est venu avec la perle, de rajouter la perle et de faire un concours en fait. À Noël, on a des belles expéditions. Après avril, c'est les vacances de Pâques, donc là où on travaille bien. Et à chaque fois, on avait cette période creuse de janvier à mars où on avait moins de ventes, quoi. Quand on vous dit que chez les Lecor, on travaille avec amour. C'est un établissement de soins unique en Europe. À Bron, près de Lyon, l'Institut des épilepsies accueille les patients et leurs familles. Outre les traitements classiques, on y propose également un suivi psychologique et social des malades. Imen souffre depuis son enfance de crises d'épilepsie, une maladie qui occasionne des crises quotidiennes et pour lesquelles les traitements ont eu peu d'effet. Elle se rend avec sa maman à l'Institut des épilepsies de Lyon, le seul en France à proposer un accompagnement personnalisé dans la durée. Il va y avoir un souci, Imen, parce qu'à la TEP, donc, ça va être une prise en charge, comme je disais, sur 4 ans maximum. Mais ça ne sera pas un lieu de vie. Ça ne sera pas là où tu pourras toujours vivre. À bientôt 21 ans, Imen doit désormais intégrer un établissement pour adultes, ce que lui explique Marielle, l'infirmière de l'Institut des épilepsies, car Imen vit 24 heures sur 24 avec sa mère, une situation difficile à envisager dans le temps. Je suis consciente que les parents ne sont pas éternels non plus. Mais j'ai peur pour mon avenir. J'ai peur... J'espère que tout va bien se passer. Ce que je vous demande, Imen, c'est vraiment de postuler pour ce foyer d'accueil médicalisé qui va ouvrir. On a des réponses, donc c'est formidable. On a des réponses, même si ce n'est pas dans 10 ans, mais quand même, on peut se projeter un petit peu. Imen pourra se projeter un peu d'ici 4 ans, on va dire. Parce que nous, on vit au jour le jour. Ce qui est nouveau, c'est cet accompagnement personnalisé. C'est exactement ce que je suis en train de faire avec Imen, d'essayer de la convaincre que même si elle n'a pas vraiment envie, la réalité de sa vie fait qu'aujourd'hui, il va bien falloir qu'à un moment donné, elle accepte de déposer le dossier et qu'elle accepte d'intégrer cet établissement-là. Comme Imen, les épileptiques sont nombreux à être suivis par cette équipe constituée il y a un peu plus d'1 an. Ici, on applique une technique née au Canada et au Royaume-Uni qui conjugue médical et social. Ça répond aux besoins des personnes. Ça répond aux besoins des patients, de leur famille, et ça ne se substitue pas au travail du médecin. C'est en complément, mais ça rend aussi le travail du médecin plus efficace et surtout le suivi de ces patients beaucoup plus performant. Une approche unique en France, une idée appelée à se développer. Avez-vous remarqué que lorsque l'on s'adresse à son chien, on a tendance à lui parler bébé? Un phénomène que des chercheurs ont voulu mieux comprendre. Voyez leurs explications. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupinou? À qui c'était, le bon Yuki? À son papy ou bien à sa nounou? Il y a qui? Et vous lui parlez comment à votre Yuki? Ouais, c'est vrai, des fois je lui dis mon bébé, mais bon, il fait partie de la famille. Hein, Zitoun? On peut plus demander à ma femme, c'est son bébé un peu, donc c'est plus ma femme qui a tendance à... Ah, elle est partie la femme. Si Madame gazouille, si vous babillez, gatifiez ou si vous parlez bébé à votre chien, cela n'a rien d'anormal. Ce phénomène a même été très sérieusement étudié dans ce laboratoire du CNRS où les chercheurs utilisent l'acoustique pour comprendre la communication des animaux comme celle des humains. Ah, c'est un gentil toutou, ça.
Et cette fois, c'était nous les cobayes. On a fait l'analyse acoustique et on s'est aperçu que les gens modifient la manière dont ils parlent quand ils parlent à des chiens. On parle en exagérant notre tonalité, en modulant plus notre phrasé, en parlant plus aigu et en détachant plus les mots. Et selon ce chercheur stéphanois, si l'on parle ainsi aux chiens, c'est pour une raison toute bête. On cherche à faciliter cette interaction en changeant notre modalité de langage, quoi. Le but étant qu'ils nous comprennent mieux, je pense, voilà. Et qu'ils nous répondent. Et qu'ils nous répondent, oui. Parce on aimerait bien qu'ils nous parlent un jour. C'est bizarre, il a des réactions bizarres, Bossen. Mais de là, ce qui vous parle? Moi, ce qui me parle, il jappe. Moi, j'aimerais bien remarquer dans un chat. À défaut de rendre la parole aux animaux, ces études permettent de mieux comprendre nos propres comportements. Et ces chercheurs ont visiblement encore un bel os à ronger pour éclairer cette relation un poil bizarre entre l'homme et son meilleur ami. Il s'appelle Jean-Pierre Mocky, alors vous voyez un petit peu le travail. Mais pourquoi vous l'avez appelé comme ça? Par dérision par rapport à Jean-Pierre Mocky, qui est que je trouve assez prétentieux. Enfin, One Wheel, Gyropod, Overboard, ces engins envahissent nos rues. À Marseille, une boutique dédiée à ces nouveaux modes de déplacement vient d'ouvrir et pour se faire connaître, elle organise des journées d'initiation. Tu vas doucement, tous les mouvements tu les fais lentement. Cet engin sort tout droit d'un film de science-fiction. L'Overboard est une évolution de la planche à roulettes, muni d'un moteur gyroscopique alimenté par des batteries. Il donne l'impression de flotter à quelques centimètres au-dessus du sol. C'est pas évident, c'est très très sensible effectivement. Après voilà, ça glisse, espérant qu'il fasse des belles glissades à Marseille. Un overboard, ça fonctionne de manière très sensible sur le mouvement des pieds. Il y a les deux parties, pied gauche, pied droit, avec quand on se penche vers l'avant, ça va vers l'avant, quand on se penche vers l'arrière, ça va vers l'arrière. Le plus récent, c'est le One Wheel, une roue en français. Ce surf des villes pourrait un jour révolutionner nos modes de déplacement. Il fait son apparition il y a 2 ans aux États-Unis. Plus écologique que l'overboard, son moteur se recharge en roulant et peut atteindre les 30 km/h. Comme vous pouvez le voir, il y a une roue de karting, qui permet de passer pas mal d'obstacles et de rouler sur du gazon, de la boue, du sable, goudron, de sauter des petits obstacles. Là, je suis une pro là. En 10 minutes, ça y est. C'est trop bien, on glisse. Comptez tout de même près de 1 000 € pour ce modèle. De nouvelles séances d'initiation seront proposées à chaque début de vacances scolaires.